Salut à vous, petits et gros tentacules et tentaculettes. Donc aujourd'hui, émission spéciale, émission montage. Montage qui ne sert à rien à part m'entraîner pour que quand j'aurai une jolie caméra. Et donc du coup d'ailleurs, instant mendicité, c'est le dernier jour aujourd'hui et demain pour la cagnotte Litchi. Donc les liens sont en dessous. Bon honnêtement, elle a déjà bien marché, donc je pense j'ai de quoi faire. Mais si je fais pas ma propre pub, personne ne la fera. Donc voilà, si tu as 1 euro de fin de mois, je suis preneur. Ouais, maintenant que j'ai fini de faire mon mendiant, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Alors, on va voir dans le désordre total, ce que j'ai pas encore monté. On va essayer de le dire dans l'ordre. Alors, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, de l'Historia, Perfect, donc petit jeu de rôle, voilà, de la boîte à eux, un truc de niche de connaisseurs. Un retour sur la sortie de Tribute. De quoi que je vous parle d'autre, je sais même plus. J'ai fait des petits intermèdes bébêtes à rigoler parce que je sais pas du tout faire hein, les fins de. Enfin bon, c'est une vraie galère. Mais donc du coup, je mets des petits intermèdes entre les trucs rigolos pour quand j'ai des trucs à dire, parce que je ne peux pas non plus vous inventer des niaiseries. Et puis voilà. Et puis si oui, tiens, dans les intermèdes, il y a quand même mon annonce. Il y a des auteurs de jeux amateurs qui m'ont contacté il y a pas longtemps, début d'été, me dire oh tiens on a ça, je les embêtais avec ouais mais il y a quand même vachement moyen de faire mieux parce qu'il y a ça, 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 ça. Et en fait on a pris un peu de temps cet été, et même pas trop hein, avec le mariage, pour rebouiller des trucs. Et puis on sort un jeu bien rebidouillé d'ici quelques temps. On cale la fin de tous les textes en 15 septembre et puis ça sort mi-octobre. Donc bon, on en reparlera en temps et en heure. Mais voilà, je vais avoir mon premier truc officiel où je me suis greffé même pas sur mon projet, mais enfin c'est rigolo. On a fait ça vite c'était super cool. Et puis je crois que je vous en parle déjà presque autant que ce que je vous en dis plus tard. Donc je vais me taire. Bonne vidéo à vous, et puis voilà, bonne semaine, jouez bien. Alors, l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Hop, je me suis tout bien fait une jolie prise de notes pour pas oublier tellement il y a à en dire. Donc, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est la grosse campagne des dessins qui a happé dans l'ambiance mythologie grecque. On a un livre de base, 55 euros pour 470 pages, il y a vraiment de quoi faire. Un livre de joueur à 15 pour 64 pages, oui, il est totalement optionnel. Le seul intérêt, en fait, c'est que dans le livre de base, la section que les joueurs vont vouloir regarder, c'est dans les annexes de fin. C'est beaucoup trop proche de certains. Enfin voilà. T'as pas envie de donner ton livre de campagne si t'as les moyens à 15 boules. Voilà. Les joueurs ont leur propre bouquin qu'ils ont le droit de retourner 25 fois et des pièges à rats, voilà, près du livre de campagne. Et enfin, il y a un écran 30 euros. Le bon côté, c'est qu'il a 12 cartes qui sont bien utiles. Le mauvais côté pour certains, c'est que dessus c'est écrit l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Et surtout, tu as une belle image centrale d'un dragon avec une cité et tout, ça pète bien. Sur les deux côtés, c'est voilà, c'est deux autres illustrations voilà, type personnage, ce que tu peux jouer. Enfin voilà, elles sont bien faites, mais il faut aimer le côté écran, que c'est pas une seule unité d'image. Bon, ça c'était pour les généralités. Si on doit faire tout de suite un constat, est-ce que je la conseille ou pas? Si t'aimes l'ambiance hellénique, genre mythologie grecque, sans être pour autant un puriste et un férule de mythologie, ou voilà, si c'est inspiré d'eux, avec ambiance d'eux, moins la fatalité. On n'a pas ce côté destin extrêmement dark des héros de mythologie grecque, pas pour tous, mais c'est quand même quelque chose qui est très présent dans la mythologie, hein, le fatum. Là, on l'a moins. De ce qui est gardé, bah, c'est effectivement l'ambiance esthétique, les créatures, les races jouables pour les personnages. Bah, par exemple, avec joie, la sirène est, voilà, c'est mi-oiseau, c'est pas mi-poisson. Hein, voilà, on respecte un peu la mythologie. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Putain, à quoi ça sert que je fasse des notes si après je ne les respecte pas du tout? Ah oui, l'autre point important, qui n'est pas assez typé à mon goût dans la campagne, mais ça aurait peut-être un peu trop violent, et on t'explique quand même bien que les héros type mythologique, c'est pas le bien le mal, hein. C'est plutôt la gloire et l'ambition. Et ça, c'est quand même bien noté. Même si, bon, la campagne part quand même sur le principe que vous n'êtes pas des salauds. Voilà, vous êtes des héros mythologie grecque assez positifs dans l'ambiance.
Il y a toujours moyen de moyenner, mais on n'est quand même pas sur... voilà, vous êtes des sauveurs, vous n'êtes pas des gros méchants. J'insiste sur le fait, hein, que c'est pas... J'ai vu quelques déçus parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas ce côté historique. C'est absolument pas historique, hein. Voilà, on est d'ailleurs ni en Grèce, ni en Rome, ni on n'est pas en Méditerranée. On est vraiment dans un univers imaginaire, qu'ils ont fait un gros effort pour que ça puisse être raccordé au lore officiel plus général de DD. Bon, bah, du coup, ça fait certaines compromissions sur certains points en mythologie grecque, mais enfin, il me semble que voilà, c'est un vrai effort. Ça se voit clairement que enfin, ça a été bien travaillé, ça a été réfléchi, et j'ai trouvé ça plutôt, bah, c'est plutôt pratique tout simplement pour les joueurs de DD, et ça permet pour ceux qui veulent faire intervenir des personnages extérieurs au monde. Tiens, c'est pas un monde, au coin dans le monde qui est dédié à l'Odyssée des Seigneurs Dragons, tu peux faire venir des gens de l'extérieur. Je suis plus pour l'option jouons des natifs, mais ça dépend, enfin vraiment, voilà, les goûts des joueurs, les goûts des MJ. Au moins, la possibilité a été travaillée, et ça, c'est une bonne chose. Alors, les problèmes et les bonnes surprises du livre de base. Il y a une coquille dans le PDF des fiches de perso du livre de base, où c'est 3 fois en fait la première page des fiches de perso, alors que dans le livre des joueurs, tu as bien 3 fiches de perso différentes. Et c'est à mon sens le seul truc moche qu'il y a dans toutes ces gammes. Les illustrations sont des tueries. C'est vraiment graphiquement, c'est un sans faute. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est quoi ces fiches de personnages moches. Voilà. On va pas très loin. En plus, c'est vraiment les goûts, les couleurs. Moi, elles m'ont pas plu. Les goûts, les couleurs, hein. Voilà. On va pas pinailler. En plus, vu que j'ai que le PDF, je sais pas s'il y a une erreur d'impression dans le livre de base et c'est véritablement 3 fois la même fiche de perso qui est ramenée, ou si c'est un truc qui est présent que dans le PDF. En tout cas, c'est présent dans le PDF. Si quelqu'un peut compléter la vidéo qu'il a le livre de base en disant voilà si c'est présent ou pas dans le livre physique. Et puis voilà, puis l'immense bonne surprise, c'est ce mélange voilà, qui arrive. Bon, si, quand même, dans les petits problèmes. À quelques très 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 rares endroits, il y a une confusion mythologie grecque, mythologie romaine. Exemple, les furies. C'est pas grave, ça ne sera révélé par très peu de personnes, et c'est vraiment, de toute façon, voilà, on est sur une inspiration mythologique à 95% hellénique et un tout petit peu romaine. Donc dans les très bonnes surprises, une très bonne organisation, des annexes très utiles, bien pensées, des superbes illustrations, ça met bien dedans, c'est mythico, divin, hellénique, totalement. Dans les petites infos, parce que j'ai pas regardé ta vidéo sur l'Odyssée des Seigneurs Dragons, mais par exemple pour Mathieu Drôliste TV qui en mange hein, des campagnes Medfan au petit-déj et puis tout ça, lui, enfin, bon, je sais qu'il l'a mis de côté parce qu'il veut absolument la faire jouer et qu'il est complètement il est conquis. Qui plus est, les points sur lesquels je vais tacler l'Odyssée des Seigneurs Dragons à grand high kick dans la tête, c'est des points où on est d'accord tout simplement parce que voilà, au moment du crowdfunding, je pars déjà complètement en live, on avait quelque chose de bien prévu sur les premiers segments de la campagne qui a très peu de choses à médire, qui est vraiment bien faite. Par contre, on va voir deux augmentations de fin, c'est-à-dire ouais, en fait, vous avez 12 chapitres. Vous arrivez au chapitre 9, vous avez tout fait, la bonne campagne, vous avez joué l'Odyssée des Seigneurs Dragons, et après c'est de l'option du ah si on en reprenait encore un peu et on est fin surpuissant. Et comme c'est indiqué d'ailleurs dans le bouquin, on est à un stade où les personnages sont censés être excessivement proactifs. Donc du coup, à part leur proposer un mini, c'est pas un nom, mais un mini truc des les derniers secrets à explorer, et puis une suite de bagarres toutes plus titanesques les unes que les autres, c'est un peu, voilà, c'est la partie faible de la campagne, c'est la partie que je ne conseille pas de jouer dans la campagne. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous conseille honnêtement de s'arrêter au chapitre 9. Après, je suis un faux derche, au sens où si moi je la fais jouer, il est évident que j'irai plus loin, parce que j'aime bien faire jouer des trucs complètement mythico divins à haut niveau, machin. Mais c'est la partie où toi, quand on KMJ, tu vas avoir beaucoup de boulot, parce que, bah oui, parce que il y a un truc de... Bon voilà, on va le dire, 10, 11, oulala, nous devons aller chercher des artefacts divins.
Et puis 12, oulala, on va enchaîner les bastons totalement délirantes, hein. On commence par une tarasque, d'où l'auteur rigole bien de sa faiblesse, hein. Enfin, il l'indique clairement, point faible, voilà, vous l'attaquez par les airs, elle est foutue. Puis alors après, c'est voilà, la tarasque, c'est le niveau d'entrée des dangerosités. C'est pareil, l'auteur connaît bien à quel point des joueurs peuvent être bourrins, parce qu'il signifie bien que voilà, votre groupe de 4, là, ils peuvent se diviser par deux, puis à l'enchaîner une tarasque et un dragon rouge méga ancien, plus archétype de l'ombre, version des monstres qui ont été créés et qui sont bien puissants, rien que pour l'Odyssée. Exemple, il y a le Behemoth, bah, c'est la tarasque modifiée, hein, c'est la tarasque en plus forte partout, et où on comble son problème de je me fais poutrer la gueule super facilement dès que je suis à distance, par un rayon de la mort à la Godzilla ultra destructeur. Et ça, c'est l'entrée de gamme, hein. Je ne traite, attends, je l'ai noté, je respecte absolument pas mon plan. Dans les trucs à pas oublier, la dernière rencontre, on est dans le délire. Facteur de puissance 143. Voilà. La dernière baston du jeu, votre groupe est opposé à un facteur de puissance 143. Ah ouais, je vous ai prévenu, hein, c'était une fin ultra grobilissime. Après, on a une fin qui justifie. Enfin, le grobilisme se justifie. Le grobilisme se justifie. Ce qui est quand même pas mal pour une fin, du coup. Sans compter que si je dois être honnête, la toute fin, forcément, il se passe des petits trucs. Et dans ces 10 petits trucs, c'est plutôt sympa. Même s'il y a un Deus Machina que j'ai relu en me disant, mais putain, d'où c'est qu'il sort? Il sort de la mythologie, mais à un moment, c'est bien aussi de l'inclure dans l'univers de jeu. C'est des choses dont on entend parler, mais pas directement. Et quand je dis pas directement, c'est on parle de quelque chose A qu'il faut respecter, et en fait, tu vas avoir l'apparition du quelque chose B, du bah oui, si on ne le respecte pas, il y a une intervention. Mais ce petit B, j'ai un peu l'impression que voilà, ça aurait dû être un peu teasé avant. Pareil, si tu veux pas faire les chapitres finaux, fais attention. Il y a par rapport au tout début, en fait, c'est les secrets qui vont se manifester pour finir de voilà tout comprendre de l'univers de l'Odyssée des Seigneurs Dragons sont déjà présents dans ce qui est accessible dans la première tranche de campagne, enfin, je voudrais dire la vraie campagne, celle qui effectivement, si t'aimes l'épique, si t'aimes bien la mythologie grecque, si tu veux quand même quelque chose d'un peu mythologie grecque positive, mais qui est respectueuse, voilà, ça se veut respectueux, c'est pas historico machin, c'est pas un truc de haute littérature au sens où oui, voilà, il y a des libertés qui sont prises par rapport à la mythologie, mais c'est très très bon, hein, en fait voilà, j'ai absolument rien à râler à part sur les rajouts, et je comprends que les rajouts soient plantés parce que de l'aveu des auteurs et eux-mêmes, hein, je vous le dis, arriver à ce niveau de puissance, de toute façon, vos persos ils suivent pas des aventures, vos persos créent les aventures du monde. Donc voilà, il reste à peu près ça comme grand méchant. Eux ils sont ici. Il y a ça comme grosse quête s'ils veulent, voilà. Et puis il y a ça comme méga giga méchant qui, voilà, quand ils auront fini tout, il y a ça qui peut sortir et que vous pouvez leur faire péter à la gueule. Facteur de puissance 143. Mais c'est pas vraiment une suite de la campagne, c'est un kit pour MJ pour aller au-delà de la fin officielle de la campagne. Voilà, ça aurait pas été j'ai présenté en chapitre, mais juste un immense chapitre, le chapitre 10, toutes les clés qui vaut, ça m'aurait peut-être moins titillé. Là, comme c'est présenté en enchaînement, je suis moins ouf. Mais on est vraiment sur, voilà, je suis en train de parler du glaçage de la cerise sur le gâteau. Je le répète, le cœur de la campagne très bonne, le matériel proposé est de bonne qualité, les illustrations sont bien, les explications sont claires, alors qu'en plus on est quand même dans un truc qui se veut inspiration mythologique. Donc il y a un côté, on va le dire clairement, c'est un peu le bordel, hein, mais non pas que ça soit mal expliqué. C'est un peu, il y a plein de choses qui se passent avant que vos héros arrivent, avec Santa Barbara divin, qui trahit, qui tire machin, qui... Voilà, il y a un peu du lourd, et justement, ce lourd était quand même relativement bien expliqué, avec bah, les annexes qui aident vraiment bien quand même à tout ressaisir,
Il y a toutes les annexes des dramatis personae où on va te ramener bien les PNJ pour comprendre. Les nouveaux mondes sont sympas. Les nouvelles races sont vraiment, moi je les ai trouvées vraiment bien. Enfin voilà, c'est des races mythologiques dans le respect de la mythologie, c'est sympa. Il y a vraiment rien à redire. Les classes ont été retravaillées pour avoir le goût du monde. Et ça, c'est une bonne chose. Seul bémol par rapport à ce travail et à la campagne, le cœur de la campagne, parce que le reste, hein, enfin voilà, les derniers chapitres, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous voulez aller au-delà de la campagne, on vous donne des outils. Mais vous allez devoir, de toute façon, rebosser à la source de vos PJ, parce que comme les auteurs le disent, arriver à ce niveau de puissance, ce n'est pas au MJ de venir tendre la cuillère aux joueurs de prendre le destin du monde, et puis voilà, d'être proactif. C'est vrai. Mais du coup, quand on a conscience, c'est dur d'écrire des choses pour des persos à ce niveau, à part, il reste ça à buter, c'est ça les stats des méga méchants. Et puis là, c'est le mini-donge des derniers trucs secrets à découvrir. Voilà. Je sais même plus où j'en étais, tellement je parle dans tous les sens. Oui, les classes. Donc, on va voir deux classes qui sont problématiques par rapport à la campagne réelle en elle-même. L'éclair, avec un échappatoire si vous respectez. Ils ont créé en fait un archétype de clerc. Prenez-le pour éviter un problème par rapport à qu'est-ce qui se passe durant la campagne. Et je peux pas aller plus loin. Sauf vous spoiler certains éléments majeurs de la campagne, donc je vais fermer ma gueule. Et l'autre point, c'est le sorcier. Parce que sorcier égale je pactise avec des puissances, sachant que les puissances, vous risquez de tous les rencontrer, voire de les claquer. Voir que certaines de ces puissances, quand elles sont statées en règle, t'as envie de dire, ça avait fumé. Genre les moires qui sont dans une petite pente de Gorgone, qu'ils ont essayé d'augmenter, mais qu'en fait ils ont raté le The Beau combo. Voilà, c'est-à-dire il aurait fallu rajouter la capacité de fantôme, que quand la Gorgone elle est dans les terres, elle puisse continuer à avoir le plan matériel normal qui aurait permis d'activer la compétence spéciale qu'ils ont mis à la Gorgone qui est censée être quand même une moire. Un truc passablement divin quand tu te retrouves juste avec des stats de Gorgone normales et des personnages qui les rencontrent à très haut niveau. Enfin, j'insiste là-dessus parce que l'un des packs de puissance du sorcier, c'est les moires. Tu les rencontres. De toute façon, on est dans de la mythologie. Hein. Tu vas rencontrer du dieu. On joue à ce niveau-là de jeu. Hein. Vous êtes amené à devenir des héros grand H qui brillent. Hercule, c'est ton topo, quoi. C'est voilà, t'es à ce niveau-là de puissance. Hein. C'est pas pour rien qu'on finit sur de la bagarre à facteur de puissance 143. Donc, voilà, le sorcier est problématique parce qu'en fait, dans les allégeances qu'il peut faire, il n'y a rien qui ne sera pas proposé de dépasser aux joueurs. Comme si ta source de puissance venait d'un truc que tu vas toi-même claquer plus tard avec sa bénédiction. Enfin, ouais, voilà, le sorcier est problématique. Rapport à la campagne, le lore, le niveau de puissance que vous allez atteindre. Et j'ai pas trouvé que l'Odyssée y répondait à ce problème. Donc on va être clair, la classe du sorcier, elle n'est pas accessible, ça en fait qu'une en moins. Tout le reste du travail, il est très bon. La problématique sur l'éclair, je pense qu'ils en ont conscience parce qu'ils te donnent une solution. Ils n'osent pas fermer la porte aux joueurs, fermer la porte aux joueurs. Voilà, l'éclair, c'est le clair type qui t'est donné. Il y en existe d'autres, mais en fait non, tu vas pas les jouer, tu vas jouer celui-là parce qu'il est très bien. Et puis tu n'auras pas d'emmerde dans la campagne. Voilà, donc zut. Donc je suis passé dans tous les sens. Pourquoi j'ai fait 3 pages de plans si c'est pas pour les suivre? Alors côté système, les plus, des races bien typées avec des très bonnes surprises, des sirènes respectées. Les destinées, oui, destinées, gros plus qu'ils ont amené. Vous jouez des héros mythologiques, vous avez de la destinée. Et ben c'est bien, ils ont fait toute une mécanique qui m'a un peu fait penser aux classes mythiques de Pathfinder première édition. C'est-à-dire il y a des choses qui vont être, il y a des choses à accomplir et ça va t'aider à soutenir ton perso aussi bien en lui donnant des objectifs que voilà qu'une attitude face au monde et au destin et deux occasions de roleplay. Donc ça c'est très bien. Des archétypes de classe bien travaillés. On peut des fois un petit peu faire remarquer qu'au niveau du déséquilibre, il va y avoir quelques petits soucis d'interprétation à table. J'adore ce qu'ils ont fait avec les magiciens. Je suis plus team ensorceleur. Et là, par exemple, ce qu'ils ont fait pour les ensorceleurs qui a posé problème à niveau 18, parce que ouais, niveau 18 est parfaitement un truc que vous pouvez jouer dans cette campagne.
c'est qu'en fait, tu vas pouvoir augmenter tes niveaux de sort. C'est-à-dire un souhait niveau de sort 19, tu peux. Que fait un souhait de niveau sort 19? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Personne ne sait. Mais mécaniquement, les joueurs vont pouvoir le faire. On va me dire, oui, mais la limite de niveau de sort, c'est 9. Bah, il aurait fallu l'écrire. Hein. J'ai une capacité, c'est la capacité maximale de l'ensorceleur. Ça va être d'investir des points, voilà, ces points d'ensorceleur à la con, hein, à ratio de 1 pour augmenter des niveaux de sort. Boule de feu niveau 3, je dépense 10 points, ça devient une boule de feu niveau 13, avec tout ce que ça implique. Ce qui est chiant aussi, c'est qu'il y aura tous les sorts qui seront, bah, du coup, qu'on n'a pas prévu l'augmentation de puissance par niveau, alors que bah, si toi tu le prévois pas, ça nique le seul intérêt de la classe ensorceleur. Voilà, il y a des petites choses, des fois, où les purs puristes vont pouvoir redire sur leur classe chouchou. Une de mes classes chouchou, c'est ensorceleur, j'ai des trucs à redire dessus, parce que voilà, c'est du pinaillage, c'est un truc n'importe quel MJ va pouvoir régler en faisant ouais, niveau maximum des sorts, c'est 9, et c'est quand même un gros boost pour l'ensorceleur. Le mage reste plus intéressant si on est purement en termes d'optimisation de perso, et l'optimisation de perso peut être quelque chose d'intéressant parce que bah, quelque part, oui, on fait des gros builds, on fait des héros mythologiques à prétention, voilà, à prétention mythologique. Hein. La gloire, c'est t'as Zeus qui te prend, puis il fait ok, on va faire de toi un héros, enfin, on va faire de toi un demi-dieu. L'accès au statut divin, je l'ai trouvé bof au sens où il marche bien, il va bien cet univers, il me donne pas envie de le reprendre pour si j'ai envie de simuler l'ascension à la divinité dans un autre cadre de jeu. Mais voilà, sinon il est raccord à son univers de jeu, il est raccord à son background de jeu, il est raccord à ce qu'ils ont mis en place. Donc voilà, il est raccord. Le côté bof de l'ascension et des histoires de statut divin, c'est que je pense que tu ne pourras pas l'utiliser pour d'autres cadres de campagne. Par rapport à son cadre de campagne, il remplit le contrat, donc bon, on va pas chouiner. Et le seul point où je ne sais même pas quoi en dire, l'application bête et méchante dans le texte. Voilà. Il y a des stats de dégâts pour des chutes en kilomètres, 16 de mémoire, hein, 1 km à un autre passage, on va bien te filer les 20 d 6. Enfin, des fois, je ne sais pas si l'auteur mécanique du système, s'il y a plusieurs auteurs, je ne sais pas qui s'occupait du système, connaît beaucoup des D5, s'en moque, connaît beaucoup des D5 et est complètement psychorigide, avait envie de faire ça sous un autre système, mais s'est dit, tiens, j'ai envie qu'on joue mon jeu, donc je vais le faire sur des D5. Je sais pas, mais quelquefois, enfin, les vidéos que j'ai fait là où je m'amuse à rigoler des points faibles de DD, ah mais c'est pareil, sauf qu'ils le font pas avec humour, ils le font ça t'est présenté comme premier degré. J'ai du mal à regarder ça quand je vois le travail qui était fait sur les autres éléments du système sans me dire là il sait qu'il déconne. Enfin, je dirais, c'est de la private, voilà, la bonne private joke par rapport aux gens qui peuvent avoir du recul sur le système. Parce que là, j'ai l'impression qu'il délire, quoi. Enfin, qu'il délire, pas au sens qu'il est fou, au sens où il déconne un bon coup et que moi, ça m'a bien fait sourire. Mais enfin, voilà, j'ai aucun contact avec ces auteurs. Je sais pas si je surinterprète ou si en fait ils sont qu'à leur vrai cadre de jeu, ils ont calculé des dégâts kilométriques. Surtout à un moment, c'est pas exactement ça, mais ouais, tu vas tomber de plus de 15 km de haut dans un truc qui est à peu près de l'équivalent de lac d'acide mythologique. Et mystique, mais t'as quand même les calculs de dégâts pour tout. Hein. Là où n'importe qui aurait écrit paf, t'es mort. Je sais pas s'ils déconnent ou s'ils sont sérieux. Et le c'est selon. Je respecte pas mon plan, hein. J'arrête de faire des. Ouais, il y a un grand effort pour coller à la cosmogonie de DD5, aussi bien dans l'univers, dans le lore, que dans les règles de jeu, les mécaniques. Il y a la présence de la déesse qui a été respectée dans le lore officiel, alors que vous allez me dire, ouais, avec mythologie grecque, ça aurait pu. Ouais, il y a la présence des enfers, il y a un clin d'œil à l'ombre terre, il y a des tas de petits clins d'œil partout, donc c'est aussi des gens enfin, ouais, qui aiment DD, c'est. Voilà. Mais mécaniquement, dans l'ensemble, quand même un beau travail. Et je ne sais pas du tout si, voilà, si l'auteur déconne avec certaines faiblesses des points de règle de DD ou s'il est dans l'application stricto sensu. Je donne le bénéfice du doute. Disons que c'est sûrement quelqu'un qui aime voilà, faire des petits clins d'œil à ceux qui connaissent les limites de DD. La campagne, bah voilà, je vous ai tout dit, le scénario très très bien jusqu'au chapitre 9, hein, ça c'est la vraie campagne.
Et après, après c'est voilà, c'est de l'épicness en veux-tu en voilà si tu veux, mais tu vas avoir énormément beaucoup de boulot. Gna gna gna, ça baisse, ça commence dans les gros billes, gna gna, ça j'ai dit. Non, je vais pas résumer les chapitres, c'est pas bon. Oui, c'est du MacGuffin. Oui, il y a un petit problème. Ah putain, ça je peux pas le dire. Dans les motivations de vos personnages qui apparaissent dans le chapitre 10 et 11, je trouve que ça a été pas mal presque pensé pour des joueurs américains qui vont vouloir être dans la recherche de puissance. C'est-à-dire le scénario t'expose qui pourrait être pris comme une solution, nettement comme un problème. Pas à un moment où on se dit, ok, là, des PJ peuvent dire, je veux pas devenir calife à la place du calife, et en fait, là, on a la solution au problème posé qui était dans le début de l'aventure. Et en fait, non, ça s'arrête là. Tous les gros délires de baston plus tard, non, on veut pas, ça c'est très bien. Je sais pas si je suis compréhensible. Pour l'être, faudrait que je spoil la fin. Ça n'a donc aucun intérêt. Voilà, les petits délires sur la Tarasque, les facteurs de puissance 143, les petites feintes rigolotes, un petit peu, voilà. C'est c'est pas du sorti du chapeau, c'est faux, mais c'est avec un élément que j'aurais voulu qu'il soit introduit à peine plus en amont. Ça n'empêche absolument pas quelqu'un qui veut jouer jusqu'au chapitre 12 de le faire. Sachant que justement, enfin, il y a ce problème de certains points des chapitres 9, 10, 11, 10, 11, 12 sont intégrés avant, du genre par exemple le problème du sixième dieu, alors que d'autres ne le sont pas. Exemple, le problème du gros twist de la fin. Et puis voilà. Donc c'est du bon. Mangez-en. Si vous êtes titillé par de l'aventure qui est cohérente avec des bonnes marges de manœuvre pour les joueurs et qui se situe dans un cadre du type Medfan mythologique grec de sources d'inspiration. On n'est pas sur un voilà, on n'a pas un cahier des charges de respect de la mythologie. J'ai l'impression que l'aspect fatalité de la mythologie grecque a un peu échappé aux auteurs ou qu'ils n'ont pas voulu l'intégrer du tout dans le monde pour garder quand même une vibe positive pour voilà pour vos joueurs. Ça fait plein de voilà partout, mais je crois que j'ai fait le tour du sujet. Une très bonne campagne avec à mon sens un côté un peu décevant des chapitres qui ont été rajoutés, même si j'accorde complètement aux auteurs parce qu'ils en ont parfaitement conscience. De toute façon, ils le mettent qu'arriver à ce niveau-là de puissance, surtout vu ce qu'ils ont fait dans le monde. C'est pas juste on est des super balèzes et non, on est des super balèzes. Il y a eu plein de modifications et quelque part on est responsable du monde. À partir de là, voilà. On jette au MJ des éléments qu'il va falloir qu'ils rebidouillent. Et c'est possible, vous n'êtes pas obligé de tout respecter les idées, enfin, faites selon. De toute façon, si on s'arrête au chapitre 9, c'est une très bonne fin, c'est très bien. Je me répète, virez les petits éléments qui étaient des perches pour la suite, et vous aurez voilà, un très bon souvenir de campagne, des joueurs heureux, un MJ content, ça remplit complètement le job, et puis voilà. On peut complètement s'en sortir aussi rien qu'avec le livre de base, ce qui est pas mal aussi, hein, vu que le tout on en a pour 100 boules, juste le livre de base on en a pour 55. Et puis c'est tout simplement. Donc vous voyez bien. Petit intermède, tatin, j'ai regardé sur Netflix Tekken Bloodline. D'un point de vue tout, c'est très bien, sauf un détail qui me met hors de moi et qui revient tout 9 plans sur 10. Ils ont mis un surfiltre. Donc là, vous imaginez en fait au-dessus de ma petite main, tout d'un coup c'est brillant et tout en dessous c'est sombre. Et ils ont mis ça en calque sur absolument tous les personnages, tous les trucs qui bougent. C'est d'une laideur absolue et intégrale, alors que on avait pour une fois enfin une vraie série pour les amateurs de Tekken, avec un noyau dur Tekken 3 et des petits clins d'œil à d'autres Tekken. Donc on avait vraiment quelque chose de respectueux du matériel. Enfin, c'était bien, c'était beau, mais on a ce filtre moche, je sais pas, ils ont pris un stagiaire troisième pour refaire Ils ont enlaidi. Alors, en un clic, ils viraient ça d'absolument tout et c'était beau.
En plus, il y a déjà de l'ombrage de fait, hein, et le truc, il est fait sans nuance. Des fois, t'as l'impression que t'as trois soleils. Des fois, la source de lumière, elle vient de au milieu de la table. Mais ils ont quand même la clarté au-dessus de leur tête et ils restent putain comme c'est laid. C'est laid, c'est laid, c'est laid. C'est autant j'ai aimé le truc, autant mais putain mais c'est laid. Ils ont réussi à flinguer l'esthétique d'un truc sorti de ça. C'est une série sympa, voilà. Ça se regarde bien, c'est du vrai Tekken, c'est rigolo, c'est respectueux. Mais même les enchaînements de combats qu'ils font, c'est les prises du jeu. Enfin voilà, j'étais un vieux joueur de Tekken 3. Voilà, j'ai beaucoup kiffé. Il y a un petit changement, Xing Xiaoyu, ça devient Ling Xiaoyu. Mais sorti de ça, c'est ultra respectueux du background. C'est beau, ça se mange sans fin, c'est très bien. Mais ils ont mis un fil de merde. Voilà, c'était pour l'interlude. Alors, Historia, le livre d'aventure, 34,90, 160 pages, et il y en a 9. Alors, sur ces 9, on va avoir à boire et à manger, au sens où on va avoir vraiment des scénars qui auraient pu être dans le livre de base en mode scénar d'introduction pour goûter à l'univers de jeu. Tout comme on va avoir du truc beaucoup plus lourd pour personnages de rang élevé. Il y a 4 rangs, c'est les 4 segments hein, de puissance de DD. Ça va jusqu'à 3, c'est-à-dire jusqu'au niveau 16. Voilà, on a du lourd, on a du gros, on a de quoi jouer. Et l'immense avantage, c'est que ça nous donne bien le goût de l'Avestérie, c'est-à-dire l'univers de jeu d'Historia, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est vraiment typé. Hein. Donc au revoir les donjons, on n'est vraiment pas dans l'exploration de donjons. Bonjour les PNJ. Il y a très 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 pas de monstres. Voilà, hein, on n'est pas sur. Voilà. Au revoir les bestiaires. C'est pas pour rien qu'il n'y en avait pas dans le livre de base. Ben ouais. Là, tu vois vraiment en quoi ça donne. Et on est. Enfin, il y a beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de personnages jouent en couleur. Il y a de la faction qui rentre en jeu. Les deux premiers scénars sont un peu décevants à lecture au sens où enfin, voilà, il n'y a pas le gros machin qui te dit on va aller crescendo et en fait le début c'est enfin, ils sont rangés dans l'ordre en fait de progression. Donc les deux premiers avec lecture, si vous lisez dans l'ordre, vous allez vous dire ouais c'est un peu léger, jamais mes personnages vont faire ça, c'est trop linéaire. Oui, voilà, oui, c'est du putain de scénar d'intro de base. Le premier, ça aurait pu être intégré comme voilà une petite anecdote d'un truc plus gros, et c'est vraiment pour vous donner l'occasion de goûter à l'ambiance du monde et puis d'utiliser les règles. Le deuxième est plutôt sympathique, mais écrit d'une manière tellement linéaire que ça se passera jamais comme ça, et même l'auteur te le met en encart que de toute façon vos joueurs, voilà, ils vont partir en live et ça se passera pas du tout comme lui l'a prévu avec ses quelques options. Arrive au troisième, voilà, on arrive dans l'intérêt d'acheter le recueil, parce qu'on arrive dans les scénarios bons. C'est à partir de là qu'on a des trucs beaucoup plus tordus, ficelés, à partir de là où on a un sentiment de dark fantasy, qui va avoir de la faction, qui va avoir du bac à sable, et qu'on va avoir dans l'avant-dernier et l'antépénultième scénar, c'est quasiment du gros début de campagne bien officiel. C'est assez ambigu dans la manière dont ils écrivent la fin du deuxième, au sens qu'ils te mettent bien que c'est un début de campagne, mais ils te mettent pas clairement la suite dans notre prochain supplément. Donc j'espère que c'est pas moi qui surinterprète et qu'il y aura clairement une suite dans les prochains suppléments. Parce que bon, ça finit par un PNJ qui revient et qui fait ouais, j'ai retrouvé machin, faut venir les gars. Voilà, on est vraiment sur du cliffhanger. Je sais pas si c'est à créer, enfin, si c'est officiellement à créer vous-même MJ ou officiellement attends le prochain supplément. Voilà. Mais de toute façon, prenez l'option qui vous intéresse. Euh, voilà. Ça, c'est toujours chiant, hein, parler des histoires. Tu peux pas trop voilà, spoil comme un gros bâtard. Mais les deux premiers sont un peu décevants, tout simplement, parce qu'en fait, vous n'avez pas les gros warnings. Attention, ceci est un scénar pour votre première partie, tout simplement. Au passage, le deuxième a pas mal de goût en fait de Brancalonia parce que parce que tout simplement on joue des picaros et on sent pas trop du tout la dark fantasy dans les deux premiers. On est sur des trucs quand même un peu plus légers. On sent bien par contre l'aspect renaissance. Hein. Voilà, on sent vraiment le goût du monde. On n'est pas encore dans les trucs un peu. Il n'y a pas les factions en jeu, il n'y a pas. Voilà. Ça reste donc un très bon recueil. Est-ce que je le conseille? Bah oui, parce qu'en plus, Historia, c'est l'air de rien. Les propositions d'aventure, c'est pas des trucs qu'on est habitué pour du fan.
Et je me souviens d'une discussion avec un copain avec qui, enfin voilà, je partageais ma hype pour Historia, qui me dit ouais bon bah voilà encore un énième Dark Fantasy, sauf que cette fois c'est motorisé sous DD5, le seul truc de nouveau c'est qu'il y a des animaux à la place des races jouables habituellement, j'en ai rien à foutre. Et sur le coup je dis ouais mais tu l'as pas lu. Et ben n'empêche que une fois que voilà, t'as bien mangé l'orgueil de scénar, bah si en fait il y a vraiment quelque chose. Cet univers a un goût et une tonalité personnelle et ça c'est très appréciable et ça c'est vraiment un truc que bah, vous allez pouvoir bien constater par le recueil de scénario, tout simplement. Ensuite, mes mea culpa, ça m'apprendra de voilà de préparer mes trucs beaucoup trop tard dans la nuit, surtout quand j'ai le nez qui tombe. Je finis généralement par les règles, les listes d'équipements parce que voilà, c'est ce qui me passionne le moins. Et du coup, j'avais pas percuté à quel point Historia révolutionne l'approche des DS. On va le dire tout de suite et c'est totalement confirmé par une page en fait qui se trouve tatin dans le recueil, qui monte encore le cran et qui amène de plein pied DD5 tout simplement dans de la narration partagée. Hein. Je vais vous faire lire la petite ligne qui me surhype. Durant une scène, les joueurs décrivent les actions qu'entreprennent leurs personnages, normal, oui, et racontent leur réussite ou leur échec. Ouais. On va être très clair, c'est des dessins repassés à la sauce de John Ward. Il y a des points d'adversité, les héros peuvent choisir d'augmenter les risques de mission, et tout ça, il y a une construction mécanique du jeu qui fait que le MJ gagne des points d'adversité, les points d'adversité servant à augmenter des niveaux d'embûches ou rajouter des embûches. Ou tu le sens l'odeur voilà, hein, de John Ward. Donc oui, on est vraiment dans un DD5 repassé à la sauce narration partagée. C'était déjà présent dans le livre de base et ça m'avait pas assez percuté l'esprit. Et les règles sont faites par on est sous un JB-1 niveau. Voilà. Après, je sais pas si c'est lui à la. Enfin, il y a des grosses modifs et des grosses modifications de fond des dessins qui sont apportés par les règles d'Historia. Faut être assez. Enfin, du coup, faut être assez calé ou. Enfin, faut déjà bien s'y connaître en DD5 pour bien voir l'impact des transformations. Mais c'est lourd. Hein. La notion de point de vie pour les ennemis, ça dégage. Ou vraiment, si vous voulez un premier rôle super balèze. Sinon, c'est géré par les niveaux d'épuisement, avec une petite variation dans le livre d'aventure, qui est une variation. Et il y a cette immense règle en fait de la scène qui est amenée, qui est, à mon sens, beaucoup trop rapidement expédiée dans le livre de base. Et ils reviennent un peu dessus, donc du coup, une demi-page là-dedans, parce que c'est vraiment là où on introduit des concepts qui sont Dungeon Wordiens, tout simplement, et qui vont pas toujours être évidents à saisir pour les nouveaux MJ. Avec par exemple un tout petit bémol de ma part sur certains points d'utilisation des points d'adversité pour la musique qui me semblent un peu. Voilà, on a des options qui vont monter un peu la difficulté. Il y a des sélections pour MJ où j'ai envie de dire, si tu prends ça, c'est que tu as envie de massacrer ton groupe de perso. Voilà, ça me semble bizarre. C'est clairement indiqué, enfin il y a un encart pour ça. On n'est pas dans le rec 12 meter, là c'est poubelle, on est dans le narration 12 meter. C'est fait pour, c'est retravaillé en ce sens-là, c'est bien retravaillé en ce sens-là. Il y a 2-3 endroits en fait où les règles étant expliquées un peu vite, un peu. Il a fallu que moi je les relise 2-3 fois pour bien comprendre l'importance du truc, enfin pour me dire waouh, ça c'est de l'impact, parce que ça va quand même assez loin, puis des fois il y a des passages importants qui prennent pas assez le temps d'être expliqués, et d'autres où on va t'expliquer un peu plus longuement, ce qui est en fait, à mon sens, pas forcément besoin d'autant d'explications. Donc des modifications de règles très bonnes, pas simples à prendre en main. Il y a un endroit où j'ai l'impression qu'il y a un couac, à savoir, alors, vu qu'il n'y a pas du tout de monstres qui passent leur temps à apparaître pour vos personnages, la règle des adversaires, hop, 250, la règle de la construction de vos adversaires est très importante et il y a quelque chose de très bien fait là-dessus, parce qu'en fait, on va avoir 4 profils de base d'adversaires: l'assaillant, l'enchanteur, le protecteur et le spécialiste, qui seront en fait les bases de les adversaires au niveau 1. Et après, tu as des tas d'options pour les augmenter, en sachant que par rapport à l'augmentation de leur rang
c'est-à-dire leur niveau, hein, on simplifie, 1-5, rang 1, 6-10, les rangs. Et en fait, ils vont me dire, bah voilà, par rang qui monte, vos persos, ils vont gagner des trucs. Et là, bah, en fait, mon petit cerveau mesquin, en tant que petit critique chiant qui cherche qui cherche la merde au jeu pour votre bon plaisir, je me dis, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, on t'explique l'augmentation de rang, tu prends le profil de base, on prend l'assaillant, voilà, le gars avec une épée qui va venir chercher de la merde à vos PJ. On a son profil rang 1, s'il passe au rang 2, l'adversaire augmente ses dégâts de 1 et bénéficie d'un bonus de plus 1 sur ses jets de dégâts. Voilà, ils vont dire augmente de 1, mais plus 1, mais c'est pas pareil, mais c'est machin. Est-ce que j'augmente les dés? Est-ce que. Je sais pas, j'ai toujours pas compris. Au rang 3, il obtient en plus un bonus de plus 2 sur ses jets d'attaque et les tests de compétences qu'il maîtrise. Au rang 4, il gagne un bonus de plus 1 à la CA. C'est clair, ça me semble un peu flébard dans l'augmentation de puissance. C'est très flébard dans. Enfin, voilà, ça fait des persos trop faibles. J'ai lu ça, je fais, c'est pas possible. Enfin, puis déchirer la race. Problème, dans l'exemple qui m'est donné, un assaillant de rang 3 à CA16, plus 8 au toucher, et sur ses jets d'attaque, et inflige 3d6 plus 3. Assaillant niveau 1, CA14, toucher plus 4, dégâts 1d6 plus 2. Et là, voilà, ce n'est pas du tout raccord avec ce qui a été donné. Enfin, la CA, par exemple, le bonus de plus 1, il est censé apparaître qu'au rang 4. Déjà, c'est pas assez. Et puis ensuite, dans mon exemple, j'ai une augmentation de 2 crans de la CA. Quand je relis, au rang 2, c'est une augmentation de dégâts. Au rang 3, c'est bonus sur jet d'attaque et les tests de compétences. On ne parle pas de CA. Je me dis, ah bon, il n'y a pas des masses d'errata, de trucs incompréhensibles dans ce système. C'est fait par quelqu'un qui honnêtement, j'ai été très impressionné du travail. C'est dans sa compréhension, je trouve que ça aurait gagné à avoir mes 20 pages à prendre le lecteur pour un teubé et être beaucoup plus didactique. Parce qu'en fait, c'est puissant ce qu'a amené. Et c'est sur pas des masses de pages. Alors après, moi je trouve ça puissant parce que je suis à fond quand même. Enfin, je préfère largement la narration partagée. Et je trouve que pour des D5, c'est un immense pas en avant. C'est des règles que, voilà, ça tombe dans mes règles de modification préférées de DD5, hein. Très 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 clairement. Ce genre de truc que tu as envie de dire, ouais, mais en fait, même si je joue dans un autre univers, j'ai envie de prendre ces modifs. Et si je vais dans l'écran, sur les rangs et améliorations, eh ben j'en ai encore d'autres, voilà. Donc je comprends pas tout. Voilà, je comprends pas tout. Il y a sur l'augmentation des adversaires, soit c'est moi qui ai rien pané, et pourtant je les ai relus 2-3 fois, c'est vrai, rien qu'avant de faire cette putain de vidéo. Soit il y a un petit bug et on va être clair, MJ, va falloir que tu choisisses par rapport à ce point-là. Il n'y a rien d'autre qui m'a sauté aux yeux. Il y a des règles de bataille générale, les règles de retravail de la magie, un truc que je maîtrise un peu plus parce que j'aime bien dedans. Je les ai trouvées vraiment pertinentes et très bien. Mais je botte en touche et je bloque sur ces règles d'augmentation de l'adversité parce que l'exemple, il est pas raccord au tableau que je trouve dans l'écran, qui est pas raccord à ce que je lis avant l'exemple. Voilà, tout simplement, faut le dire. Et c'est le seul point où j'ai vraiment envie de dire, attention, point rouge. Il y a des points dans la construction de perso que je pensais être des erreurs, que je me suis dit, ah non, ça c'est ok, c'est nickel. Donc non, on est vraiment sur un truc, c'est du bon travail. On n'est pas au niveau JB. Et je sais pas si c'est dû à la trad, je sais pas si c'est dû au bouquin d'origine, je sais pas si c'est dû à c'est moi qui ai pas compris parce qu'en fait c'est expliqué 40 pages avant et mon cerveau n'a pas fait le lien. Mais sur l'augmentation d'adversité, je comprends pas les règles. Quand c'est dommage, c'est un peu ce qui va vous remplacer tout le bestiaire monstrueux. Voilà, ça serait une règle annexe qui toucherait pas quelque chose d'important, je vous casserai pas les pieds avec. C'est une des règles centrales qui va impacter tous les PNJ que vous allez mettre en face de vos joueurs. Voilà, donc là-dessus, soit c'est moi qui n'ai pas compris, ce qui est possible, hein, je suis pas un spécialiste comme Wari ou JB, mais j'ai quand même cherché à faire gaffe et il n'est pas compris. Voilà. Et là où je saute au plafond, c'est que effectivement les petites add-ons de règles dans le livre de scénario, ça pousse le cran par rapport à ce qui est déjà proposé dans le livre de base.
On a une méthode de gestion des ennemis beaucoup plus rapide, où en fait tu leur infliges des niveaux de fatigue au lieu d'infliger des dégâts qui vont diminuer des points de vie, ce qui fait que ça augmente vraiment le combat. Des petites règles pour compliquer, enfin, pour rendre des persos un peu plus résistants autrement que celles dans le livre de base, dans le bouquin de scénar. Surtout un retravail des règles de scène avec des choses en plus, estimance précision parce que dans le livre de base on dit ouais bon bah alors ça c'est amené par les joueurs, mais c'est pas écrit stricto sensu, c'est pas seulement les problèmes, c'est leur résolution qui est amenée par les joueurs. Là c'est écrit noir sur blanc, je suis heureux. Et puis avec des nouvelles manières de gérer. Enfin voilà, moi le concept de scène introduite et comment il est introduit et ce qu'il amène, je trouve ça très très bon. Si t'es MJ de DD et que t'es pas sorti du DD habituel ou que t'as juste vu des prods tierces qui sont assez proches, tu risques d'être déboussolé mon ami. Tu n'es pas prêt aux modifications de règles qui arrivent. On est sur du gros changement en fait. Voilà, on est sur quand t'as bien compris ce que ça impacte radicalement ta manière de jouer DD. Tu ne joues plus du tout au même DD. Voilà. Ça va en séduire certains, ça va en refroidir d'autres. La bonne nouvelle, hein, pour ceux que ça refroidit, tu t'en fous, tu dégages les règles optionnelles que t'as dedans, hein, tu t'en fous. Tu le joues à l'ancienne, tous les PNJ sont créés comme les PJ, enfin tu te fais comme tu veux. Moi, j'ai vraiment fortement apprécié tout ça, et c'est vraiment un gros gros boulot sur la transformation de règles. Et c'est rare que j'attende impatiemment des critiques d'autres chaînes, mais vraiment, bah déjà, hein, peut-être, ouais, la JB, il aura pas le temps. Mais ouais, si un Wori ou un JB font une analyse de règles poussée, je serais très très curieux de voir ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai vraiment été bluffé, et je suis pas certain que ce que j'ai repéré comme des problèmes, ça soit pas des signes de mon incompétence. Honnêtement, je pense que c'est des problèmes en fait, et je pense qu'il y a je pense qu'il y a un couac qui a besoin d'un petit errata sur la gestion des adversaires. Et de toute façon, même s'il n'y a pas de couac, le fait qu'en relisant 3 fois, j'arrive pas à comprendre, c'est un couac en soi. Voilà. C'est le seul défaut que je trouve à tout le bouquin. Enfin, je veux dire, à l'ensemble des trucs. Est-ce que je conseille de prendre Historia? Oui. Si vous n'aimez pas DD, vous pouvez être refroidi. Voilà, bisous à toi again. Même si effectivement ça change beaucoup DD, de toute façon vous avez besoin déjà de bien maîtriser, de bien comprendre la mécanique de base de DD pour bien apprécier et comprendre les modifications d'Historia. Donc on est quand même voilà pour des amateurs de DD, mais qui veulent précipiter en fait leur DD dans une forme de narration partagée avec plusieurs possibilités de couches de narration partagée. Par exemple dans les scènes, hein, rien que le livre de base, les joueurs vont amener des complications par eux-mêmes. Donc là on est vraiment, enfin, moi, il y en est content. Moi, il y en est vouloir faire mon mea culpa, que voilà, j'avais bien sauté au plafond, que le background il était bien, que le goût du monde il était bien. Mais ouais, mais je m'étais pas rendu compte à quel point on est sur des règles quand même qui osent prendre des contre-pieds à du DD, tout simplement. Enfin, c'est narration de metteur fuck off the règles, hein. Donc voilà. Bon, et bah c'était tout sur Historia. Pour ce moment, je ne m'interdis absolument pas de revenir dessus, surtout si à un moment je comprends ce que je n'avais pas compris. C'est l'instant interlude. Le bon samaritain, Tatin, le dernier, putain, j'allais dire Schwarzenegger, de Stallone, qui se met lui aussi au super-héros. Et ben en fait, plutôt une bonne surprise, avec un début qu'on pourrait croire très film familial. Ouais, c'est un film familial, mais en fait pour ados, pas pour enfants. Voilà, le début, t'as ta première demi-heure, tu vas avoir l'impression de voir tous les poncifs du film pour enfants. Puis après, il y a un peu plus d'action et de violence, et finalement, c'est pas tant que ça pour enfants. Voilà, il y a une scène où le gamin il morfle un peu et c'est pas trop pour enfants. Mortier a fait oulala. Bon, c'est pas énorme. Enfin, un gamin de 12 ans, il n'y a aucun souci. Hein. Il y a pas de morceaux de gosses qui volent à l'écran. Mais il y a un petit peu, voilà, il y a un petit peu de violence qui fait que pour les moins de 12 ans, peut-être oublié. Enfin, vous verrez, hein, c'est vos gosses, faites comme vous voulez. Mais premier visionnage, pas forcément avec des tout petits du tout. Du tout. C'est pas. Ça ressemble en fait à Hancock, mais en version un peu plus sombre, tout simplement, avec du twist qui se voit venir, avec des tas de choses qui se voient y venir. Mais voilà, c'est ça, on est sur
un Hancock un peu plus sombre, dans un peu les mêmes délires, avec moins le côté communication commerciale, ça y est pas du tout. Mais voilà, la thématique du retour du héros quand il y a besoin, avec deux trois petits passages assez sympathiques et jolis. Donc ouais, le dernier Stallone qui touche au super-héros, j'en attendais rien, j'en ai sorti du genre, bah c'était pas désagréable, voilà. Ça sera clairement pas ni le film de l'année, ni le film du mois, mais ça se regarde très bien quand on aime bouffer du petit truc sur super-héros. Voilà, ça a rien à envier à certains Marvel, tout simplement. Voilà, c'est pas le même budget, mais il y a certains voilà, trucs Marvel autonomes qui étaient, voilà, en termes de scénario, ça va ni plus loin ni moins, tout simplement. À vous de voir. Perfection Revised, t'as un vieux truc de la boîte à eux. Bon, actuellement, il est un peu chaud à trouver, hein, la boutique du site boîte à eux, pas accessible. J'espère qu'ils n'ont pas planté, hein, j'aurais raté l'info. Et bah, t'as de la chance de l'avoir en boutique ou tu l'auras pas, hein, pour l'instant. Ou le marché d'occasion. Si quelqu'un connaît un endroit où on peut le voir, BBE, Philibert, j'ai rien trouvé. Enfin bon. Donc c'est 20 balles le bouquin chez la boîte à eux. Et pourquoi donc que j'en parle? C'est un petit peu une ultime perle forgienne en un sens où la forge avait quand même bien ramené le côté les règles, enfin, voilà, règles de Meter, et on est vraiment dans ce style de jeu. À savoir que la règle, enfin, certains adorent ce jeu parce qu'on est vraiment sur une règle extrêmement encadrante qui cale bien tout. Moi, je fais partie des gens qui sont absolument pas d'accord avec ce principe. Et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment dans la limite. Enfin, au-delà, c'est plus des carcans, hein. Il y a vraiment un côté tout se répète. On va revenir dessus. Le background. Il est présenté comme, je lis, une dystopie steampunk. C'est une dystopie, c'est vrai, mais c'est vraiment pas vraiment steampunk, hein. Il y a des dirigeables qui fliquent tout le monde. T'as des gros trucs de torture qui vont te faire, voilà, qui vont te rendre fou, qui sont steampunk. T'as pas de savant fou, t'as pas de robot à vapeur, t'as pas de machin machin. Ça c'est souligné sous une des critiques du GROG qui adore ça, parce que c'est un jeu, en tout cas, enfin, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que c'est une expérience, et que pour les amateurs de, voilà, de comment que ça marche une règle de jeu de rôle, c'est bien foutu. C'est absolument pas pour moi, ça me fait fuir au kilomètre tellement c'est cadré, mais c'est bien foutu. Qu'est-ce que tu joues là-dedans? Tu es dans une société ultra voilà, victorienne lourdingue avec la reine Abigail qui veut que tout soit comme elle et qui flique absolument tout le monde, enfin qui crée une société de merde. Et vous êtes des criminels. Tu peux vite devenir un criminel dans le jeu, vraiment vite, vite, vite. Et l'ici, ça va tout le temps être hop, je fais un crime. Est-ce que je me fais attraper? Si je suis attrapé, je suis torturé. Si je suis pas attrapé, j'ai une récompense. Je recommence le cycle. Et ça, jusqu'à ce que soit vous soyez totalement brisé, donc vous êtes fait attraper trop de fois et puis enfin voilà, vous êtes mort ou fou, soit à un début de cycle, vous dites mais non, ça finit, on change le monde, on change la société, révolutionne. Et là, en fait, ouais, soit tu arrives à la fin du cycle en mode récompense, j'ai sauvé le pub, j'ai emmené un nouveau concept dans, je fais la révolution, soit bah t'es mort. Voilà, soit tu vas être brisé, attrapé, torturé. Un jeu relativement glauque, mais c'est qu'un danseur ne peut pas sortir de ça. Voilà. Je trouve que c'est un background vraiment génial pour être repris à Itrasby, au sens, oh, on a ouvert une porte, on est dans un Itrasby alternatif, hein, tellement de toute façon c'est oppressant, on a cette sensation d'être en prison dans une ville, et qui plus est, oui, Abigail, Maman Araignée, tout ça. Des personnages qui se substituent bien à l'autre, ont vraiment un très bon background à reprendre pour Itrasby. Il y a un très bon système de jeu à étudier pour tous ceux qui sont des fanats de voilà, la règle de Smetter. À ce propos, d'ailleurs, je suis pas allergique. Il y a des règles qui priment surtout, qui sont positives en soutenant la narration. Enfin, ouais, il y a des trucs narratifs hein, qui sont sortis quand même des ateliers forgiens. Et puis si on prend par exemple Sonja contre les ninjas, si tu t'amuses un peu à, voilà, à bouger un tantinet les règles, tout explose. Enfin, il faut pas. Il faut pas. Mais voilà, il va y avoir des jeux qui sont très réglés, qui vont soutenir, je trouve, l'expérience de jeu en élevant en élevant la partie. Là, j'ai la sensation de quelque chose qui, bah voilà, c'est fait pour du court one shot.
enfin, non d'ailleurs, pour du one-shot qui peut un peu se terminer, mais voilà, c'est fait pour de la partie qui va être centrée. Tout il est fait pour qu'on sort pas des rails. Vraiment, les scènes, elles s'enchaînent, il y a un côté mécanique et enfermant qui n'est absolument pas pour moi. Mais ça, c'est très personnel. D'ailleurs, enfin, la personne qui a noté 3 sur le GOG, je pense qu'on fait un peu partie du même camp parce qu'il a la sensation que ouais, on est vraiment dans des. C'est pas un scénario qui est dirigiste, c'est un jeu qui est dirigiste. Où le jeu t'impose un scénar qui est tout le temps le même, qui va avoir des habits différents, qui va avoir des. Voilà, ça va être une expérience différente, mais à la structure invariable. Aussi bien pour le joueur que le MJ, ça fait partie de ces règles enfin, ces jeux où le MJ subit les règles. Donc pour moi, c'est les antipodes de ma manière de jouer. C'est pas du tout l'hérésie, mais c'est pas ma manière de faire. Il n'empêche que c'est une référence. Voilà, si vous la connaissiez pas, Perfect in Revised, c'est vraiment une référence sur le travail de fond de c'est quoi du game design, surtout dans cet aspect forgien de non pas la règle pour la règle, mais la règle poussée à un tel niveau de précision et de mécanique qu'elle va automatiquement et systématiquement conditionner ton expérience de jeu et ton orientation de possibilités de jeu. Je connais rien qu'à au-delà. Enfin, je pense qu'au-delà de ça, t'es plus dans le jeu de rôle. Ouais. C'était Perfect in Revised, avec un background court mais extrêmement. Voilà, c'est un monde immersif. On est dans du dark victorien, du victorien méga glauque. La quatrième de couve te met. C'est comme si Kafka et Charlotte Brontë avaient des enfants et que ces enfants écrivaient Blade Runner. Non. À mon sens, ils écrivaient Brésil. Il y a pas le souffle Blade Runner. Hein. C'est monsieur Malcolm Gregg qui a dit ça, qui est un auteur a priori quand même bien connu. Mais non, c'est Brésil. Il y a un côté fou. Il y a vraiment un côté fou. Mais un côté fou de la folie humaine réaliste. On n'est pas dans la folie onirique d'Itras. Je trouve que ce background se marierait très bien à un Itras alternatif. Si vous voulez une expérience plus sombre, plus. Vraiment, on est sur un très joli background qui sait s'exprimer en peu de pages. Et une très jolie mécanique de jeu. C'est juste que perso, j'y suis allergique. Donc voilà, ça fait un moment que l'autruche me casse les pieds pour en parler. Il fait partie des adorateurs. Il y a vraiment une petite, ta gueule le camion, un petit nombre de fins fans parce que bah, eux ça leur parle et je reconnais complètement qu'ils ont raison en termes de mécanique de jeu. On est sur un sans faute, on est sur un auteur qui sait excessivement marquer les limites de son jeu et de ce qu'il faut proposer. C'est juste, voilà, ça fait pas partie de ces jeux pour qui la lettre d'or que ce jeu est ton jeu et fais-en ce que tu veux. Non, t'as l'impression que la lettre d'or qui n'est pas indiquée, c'est que ceci est le jeu de l'auteur et que t'as certainement pas le droit de modifier quoi que ce soit et que tu es obligé de vivre l'expérience comme lui, il a prévu que tu vives l'expérience. Honnêtement, c'est moi qui projette et non, un auteur dirait pas ça, je pense. Mais voilà, il te propose vraiment une expérience de jeu. Et Grégory Privin avait un peu parlé dans ce sens-là, hein, qui a un petit côté forgien, que vraiment, autant il est pour reconnaître que joueur, tu vas faire ce que tu veux à ta table, mais voilà, quand tu proposes un livre de jeu de rôle, quand tu as l'ambition de proposer un livre de jeu de rôle, surtout qui est pensé mécaniquement, faut que ce soit à ce niveau-là de possibilités, et si le MJ veut modifier les choses, libre à lui, mais il en assume les risques si tout explose. L'auteur doit présenter un truc qui est digne d'une horloge, que les règles se répondent bien, que tout il est bien. Et lui, comme tout le monde, fait des modifs à sa table. Hein. C'est pas un psychorigide du tout. Mais dans ce qu'on se permet de vendre, faut que ce soit nickel chrome. Et je connais rien, mis à part Sonja contre les ninjas, d'aussi mécaniquement, voilà, mesuré, léché, pensé, répercuté. Oui, oui, même JB avec CDO, je trouve, est moins dans l'absolutisme de chaque ligne de récompte et absolument tout a été verrouillé. Et moi, voilà. Je trouve que Sonja est à ce niveau de règles qu'il faut absolument pas toucher sans que tout explose.
mais avec une ouverture de prenez mon truc, hackez-le, soyez créatif, là où ta créativité ne sera que dans la narration. C'est, je trouve, un jeu enfermant qui, il faut lui reconnaître qu'à cause de son enfermement, arrive à vraiment te dire, voilà, c'est une expérience de jeu typée, et d'une table à l'autre, vous devriez, enfin voilà, si le MJ respecte les règles, d'une table à l'autre, vous aurez la même expérience du jeu. C'est pas partie de ces jeux de rôle qui ont un goût différent en fonction des tables différents, enfin bon, si forcément c'est notre MJ machin, mais avec beaucoup beaucoup moins d'impact. C'est vraiment, c'est un peu l'auteur s'invite chez toi, c'est c'est très très dur, c'est pas possible de sortir des cycles qu'il a prévus sans casser le jeu. Voilà. Bon, je me répète, hein, mais c'est vraiment l'ultime limite forgienne de au-delà, c'est plus du jeu de rôle. Voilà. C'est un peu comme quand je parle de De Profundis, c'est en deçà, c'est plus du jeu de rôle. J'ai trouvé ma limite supérieure. Voilà, tu peux pas faire plus léger dans des règles qu'un De Profundis. En dessous, c'est plus du jeu de rôle. Tu peux pas faire plus poussé dans une mécanique qui décide tout à ta place que perfect. Sans ça, c'est plus du jeu de rôle. Voilà, j'ai trouvé mes deux bornes avec lesquelles j'arrive à définir c'est quoi les limites pour l'instant dans mon esprit du jeu de rôle. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le découvrir, mais ne serait-ce pour votre culture, hein. Voilà, on n'est pas dans un jeu où je vais vous dire jouez-le. Mais c'est un jeu, si vous êtes des amateurs de jeux de rôle, si vous êtes des amateurs éclairés de jeux de rôle, ce dont je ne doute pas, vous suivez ma chaîne, truc de cul que je suis, c'est un truc à connaître. Voilà. Taxez-le à un pote. Enfin, si vous traînez dans une asso de jeux de rôle, faut qu'au moins chaque association de France et de Navarre, il l'ait voilà, dans son fonds de commerce, quoi. Si vous avez un petit peu de marge budgétaire, faut qu'il soit dans votre fonds de commerce. Si vous voulez pas être une asso qui fait jouer ce qui est le plus joué, mais une asso qui fait jouer ce qui est le plus joué, mais qui aime essayer de comprendre c'est quoi la mécanique du jeu de rôle, c'est quoi les expérimentations de jeu de rôle, jusqu'où peut aller dans les libertés et la souplesse. C'est une belle démonstration de jusqu'où tu peux tout, voilà, tout construire, tout verrouiller, mais pas enfin, en plus quand j'en parle, ça sent que pour moi c'est un petit truc négatif, hein, mais il y a vraiment une volonté positive de proposer une expérience qui sera vécue à la table de n'importe quel MJ comme l'auteur l'a pensé. Et ça, ça c'est quelque chose de puissant. Voilà, c'est pas un jeu pour moi. C'est un jeu qui en termes de game design, me fait fuir. Mais en termes voilà, de création, c'est une petite perle de travaux forgiens. C'est ce qu'il y a peut-être de plus abouti en des règles simples, souples, mais qui quand même... Enfin voilà, je me répète. Il y a un côté œuvre d'art. Voilà, c'est une œuvre d'art que je n'aime pas, mais je ne peux pas en tant que critique ne pas reconnaître que c'est une œuvre d'art. Si je n'aime pas, c'est du goût. En tant que critique, je suis obligé de reconnaître que c'est un bijou de construction de règles dans son désir, sa volonté, où c'est qu'il veut aller. J'aime pas où il va. Ça me regarde. Mais le mec, il doit un truc qui... C'est carré, c'est un grand auteur de règles. Voilà. Et avec d'autres auteurs, je sors bientôt un jeu. Alors voilà, je sais même pas si on peut déjà... Ouais, si on peut déjà parler du titre. Ça va être Mafia vs Zombies, c'est un jeu avec un petit peu de narration partagée, un système ultra rapide et c'est vraiment du jeu apéro. On vous a mis du scénar, on continue à le bosser, on a rechangé 25 millions de fois les règles. Ce jeu a forcément son histoire parce que je connaissais pas les auteurs il y a 3 mois. Donc voilà, c'est une petite histoire de rencontre. On s'est fait notre jeu amateur d'été en mode production flash, c'était cool. Je leur ai cassé les pieds avec ça va pas. Et ils ont été hyper cool, super réceptifs à retravailler plein de trucs. L'un d'eux, le chef que c'est pas moi, il a dit ouais, mais à un moment les mecs, on va jamais arriver au bout. C'est un projet flash, c'est un projet cool, voilà. On est pour le fun. Faut que ce soit hop. Texte finaux 17 septembre, projet de sortie mi-octobre. Donc je vous en reparlerai. Je vais le faire jouer sur la convention de Roll Your Dice, mais bon, ça c'est pareil, on en reparlera en temps et en heure. Et ouais, pour ceux qui ont envie de le tester, viendez. Et puis voilà, puis on s'est un peu lâché, c'est quand même du polar, voilà, c'est du polar noir, hein.
le côté noir est important. Ouais, on s'est un petit peu lâché, on s'est fait plaisir. C'est un truc fun, sans taper à donf dans le politiquement correct, enfin dans le pas politique. Enfin, ouais, voilà. On n'a pas cherché à faire les provocateurs, mais on y allait. Il y a des personnages à la hauteur d'un Sin City en termes de Krakraberg, sans pour autant, ouais, on n'a pas la prétention d'être un Miller, loin de là, hein, on sait pas écrire comme eux, pas comme lui, pas nous. Enfin bon, on est tout content, je vous en reparle bientôt. De toute façon, je ferai l'interview des copains. Quoi, un setup informatique tellement pourri que ça promet du challenge. Mais voilà. Hop, Mafia vs Zombie bientôt chez vous. Ça sera en distrib PDF, hein, on n'a aucune prétention à péter plus haut que notre machin. On discute encore exactement sur quoi le faire sortir. Mais voilà, on discute encore aussi du prix. On sera dans du tout petit prix. Et puis voilà. Et puis moi, ça a vraiment été une collab éclair, collab super sympa, avec du rôliste qui se prend pas du tout la tête, un très très bon esprit amateur. L'esprit, voilà, on pense pas qu'on va faire un chef-d'œuvre, on le fait, on va à fond, on est productif, et puis plein, on a fini un truc. Et c'est cool. On n'a pas le niveau de Xavier, voilà, de The Caravan, mais on est content de nous, on a fait un bon petit délire, hein. Voilà, jeu sans prétention qui joue c'est un jeu quand même bien pour déconner, sur le côté à la Feng Shui, mais dans un monde un peu plus dark, tout simplement. Bon, bah, la suite quand ils seront là, ou quand ça sortira, je sais pas, tout simplement. Et hop, on parle de Tribute. Tribute, j'avais reçu l'auteur. C'est un cadeau de l'autruche, merci. Même pas pour mon anniversaire ou mon mariage, petit cadeau comme ça. Merci copain. Et il est sorti, on va parler un petit peu. Alors par rapport à ses promesses, il coche toutes les cases en termes de jeu, ce qui vous avait été annoncé, à savoir un jeu de rôle à narration partagée de 2 à 4, je dirais plutôt 4, c'est plus rigolo. Pour 12 ans et plus, en un peu plus d'une heure. Tu peux jouer de 1 à 3 heures, mais c'est vrai que c'est fait pour être court. De la vraie narration partagée basée sur un système qui tourne autour du blackjack. Et voilà, et ça a été en crowdfunding. Il a marché sans pour autant casser la baraque. Et le voilà en version physique. Donc c'est ce dont on va parler. Et puis sans pour autant passer à côté des petits trucs qui à mon sens en fait bah, ils n'ont pas pu faire mieux parce que il y a besoin de thunes dans une maison d'édition. Ça en plus c'était le premier projet. On a pas mal quand même de non connus du milieu qui ont participé. Donc voilà. Donc Tribute c'est 40 balles. Et pour 40 balles tu as hop le livre qu'il est très très bien, que le jeu de rôle en lui-même, je vais pas revenir 15 fois dessus, il vaut le coup, il est bien, une mécanique bien faite. C'est un jeu vraiment pour jouer de manière courte et pour des gens qui aiment la narration partagée. Avec, tu as un jeu de cartes. Alors les cartes, je les trouve un peu rigides. Morty, elle fait oh, mais c'est trop sombre. Mais surtout, ce que je vous conseille, c'est soit de les plastifier, soit, vu qu'en plus on va jouer Blackjack, enfin, elles vont être tordues, elles vont être niquées relativement vite. Prenez un jeu de cartes à la con normal. La seule carte spéciale, c'est celle-là, vous serez obligé de la mettre au milieu de la table, ça va, hein. Au pire, vous la plastifiez pour qu'il n'y ait pas de bourrin qui massacre tout. Sans compter, ouais, c'est un petit jeu qui peut bien marcher en moment apérodinatoire et oh zut, le verre de vin. Enfin, et voilà, mais considérez plus que ça, c'est votre petit deck collector à mettre dans la boîte, hein, parce que il va être vite niqué. Dans sa petite jaquette, alors ça c'est pareil, je sais pas si c'était une erreur d'imprimerie ou si voilà, je suis tombé dessus, pas le bon exemplaire, ou si ça marche comme ça dans les trucs de jeux de cartes, mais ça me faisait bizarre en l'ouvrant, tiré par le bas. Bon. Mais surtout, voilà, c'est ça qui risque de faire râler les gens, hein, en fait. C'est que la boîte, ça rappelle un peu un certain Cthulhu. Alors, elle est jolie. Esthétiquement, c'est un jeu où il n'y a absolument rien à redire. C'est juste la boîte est très souple et voilà. Les collectionneurs entre trois gros livres, vous allez peut-être un peu l'écrabouiller. Enfin, on n'est pas sur un truc méga solide. On se rapproche plus de la boîte à cornflakes que de la boîte en dur à 20 euros la boîte, quoi. Mais justement, c'est pas une boîte à 20 euros la boîte. Donc, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Voilà, ça fait vachement augmenter le prix d'une production, mais c'est un choix de l'éditeur. Donc voilà, si on est d'accord avec le concept,
à un moment, on a un produit qui est vraiment, enfin, le livre de jeu de rôle en lui-même, je reviens dessus, il n'y a absolument rien à baver, il est très bien, le système tourne, enfin, on a tout ce qu'on nous avait promis. Le seul truc, c'est les à côté. Certains vont dire oui, bah les cartes, je les bousille en 2 utilisations, c'est possible, c'est pas comme un bourrin, ça va aller vite. Moi, je sais que ça va aller vite, quoi. Voilà, ça sera avec des vrais jeux de cartes, parce que sinon ça va pas être possible. Et puis la boîte, où il faut faire gaffe. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. En plus, en termes de participation, il y a quand même du beau monde, hein, voilà, il y a du beau monde dans les gens qui ont écrit. Et je suis même pas sûr qu'ils aient, voilà, on en discutait avec l'autruche. Est-ce que ça a été fait vraiment à tarif pote ou limite bénévole ou mais voilà, hein, quand t'as des crédits, enfin il y a Lapin Marteau, il y a l'audio connard, il y a des gens connus. Et donc du coup c'est pareil, ça se sent un peu sur le prix. C'est voilà, c'est moi j'ai bien aimé le jeu. Après, je pouvais pas vous en parler sans faire remarquer que le rapport quantité-prix va peut-être en agacer certains. Bah, je pense qu'il faut bien qu'ils prennent en considération que c'est une nouvelle boîte. Là, t'achètes pas un truc un gros truc bien établi comme les 12 ou BBE. Deux, il y a du monde qui a participé et je suis pas sûr qu'ils aient touché grand-chose. Trois, bon, on achète quand même un jeu plus qu'autre chose. 4, il n'y a pas eu un nombre de tirages, je pense, infini, hein, parce qu'il y a eu quand même quelques souscripteurs, mais c'est pas le projet qui a explosé les plafonds. Donc bah voilà, Tribute, il est là. Tribute, il tient toutes ses promesses en termes de jeu de rôle. Et oui, Tribute fera peut-être aller certains qui n'aiment pas le côté boîte un peu souple. Voilà, si vous le voyez en magasin ou sur, enfin, sachez-le, oui, c'est une boîte un peu souple. Voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est une boîte où il faut faire gaffe, qu'il faut pas la laisser traîner, que tu peux pas la mettre dans les dessous de pile ou genre de conneries. C'est une boîte qui est fragile. C'est une boîte qui est fragile. Mais ouais, on a tout un truc made in France. Pareil, hein, la livraison, elle a été express, hein, entre le moment où le crowdfunding il a été lancé début d'été et puis maintenant où c'est arrivé fin d'été. Enfin, ça a été, il y a un vrai travail qui est fait dessus. Donc j'avais envie d'en parler et puis un peu de me positionner parce que j'ai pas envie de voir Tribute au pilori. Oui, je comprendrai ceux qui vont faire gna gna gna, la boîte elle est en cornflakes. Bah ouais, ouais. Ne tournons pas autour du pot, c'est vrai. C'est chiant quand ça vient de gros éditeurs. J'avais aussi envie de le souligner parce que ouais, moi Arceus, je l'attends et je sais pas du tout comment. Voilà, le Rafio il va avoir prévu de tirer ça. Si ça va être un gros bouquin ou petite pub qu'on a dedans. S'il pense à de la boîte, enfin, autant investir gros bouquin ou machin. Enfin, voilà, le message est passé. En tout cas, le bébé il est arrivé. Ludiquement, il tient toutes ses promesses. Enfin voilà, je pense que l'éditeur il a fait absolument tout ce qu'il a pu pour qu'on ait le niveau de qualité maximale. Donc voilà, enfin, moi je lui souhaite surtout un bon août entre la City Tribute et puis tout le reste. Et puis qu'il y a un bon vent ouais, qui souffle et qui porte le Rafio sauvage. Putain, entre Galion sauvage et Rafio fringant, faut chier les boîtes d'édition. Je mélange tout le temps vos deux noms. Rafio fringant, j'espère que voilà, ça va prendre de bons vents. On est quand même sur une mécanique de narration partagée, qui est une création sur un produit qui est un bon produit en termes de ludicité, et que le seul défaut qu'on trouvera, c'est effectivement les cartes. Faites gaffe, gardez-les comme collector, prenez un vrai jeu de cartes, sinon vous allez les massacrer. Et puis bah la boîte, effectivement, la boîte, prenez-en soin, sinon vous allez la massacrer. Voilà. Le jeu il est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le jeu il est bien, j'en avais déjà parlé. Ça se confirme. C'est un joli projet qui aboutit. Maintenant, je croise les doigts effectivement pour l'arrivée de Wushu et puis surtout d'Arceus Adventure. Et puis je souhaite bon vent au Rafio, tout simplement. Voilà, qu'il soit longue vie et prospère et tout ça, tout ça. Et puis c'est pas pour autant parce qu'on aime bien les éditeurs qu'on ne va pas dire les petites choses qui vont faire râler chacun. Donc maintenant, vous avez toutes les infos en main. À vous de voir si vous tente ou pas. Nous, de notre côté, enfin voilà, je vous dis, hein, l'autruche, il s'en est pris un pour lui, il m'en a offert un. Enfin, de notre côté, on est plutôt hypé. Mais je pouvais pas en parler sans mettre les pieds dans le plat. Voilà. Et ben, c'est tout.
Un intermède. Au bout d'un moment, je vais plus savoir quoi raconter. Donc avec mes jeux, on a eu un débat super à l'attention du haut niveau, à savoir c'était qui la plus jolie, le plus joli rôle depuis les 10 dernières années dans les séries à geek. Bah, elles sont tombées d'accord pour Nathalie Dorner, voilà, que je massacre pas le nom, la nouvelle rose des Tyrell dans Game of Thrones, alors que moi je ne bouge pas de Deborah Ann Wall, c'est-à-dire Jessica dans True Blood et puis Karen Page dans Daredevil. Voilà, c'était un intermède inintéressant. Et maintenant, Nock, tatin, théorie et machin. Pour ce premier épisode de théorie machin de Nock, en fait, on va être uniquement sur ce qui est paru dans Nock, c'est-à-dire on ne touche pas aux infos qu'on a par rapport aux jeux amateurs d'origine, et on reste sur ce qu'on peut théoriser et délirer sur un sujet précis dans cette version. D'ailleurs, je blabla, mais je blabla pour que vous vous cassiez si vous n'êtes pas en fait un MJ qui a lu Nock, tout simplement. Si vous comptez l'acheter, bah m'écoutez pas tout de suite parce que je vais vous gâcher des trucs, parce qu'on va rentrer directement dans certains secrets. Si vous comptez être joueur et que vous continuez à regarder, bah dommage pour vous, vous allez tout comprendre de travers et en plus vous allez vous gâcher votre expérience de découverte. Donc voilà, là ça fait bientôt 1 minute que je gna. Attention, on va spoiler parce qu'on va être dans des théories, donc faut connaître certains secrets du jeu. Donc si tu connais pas ces secrets du jeu, tu te casses, sinon tant pis pour toi, voilà, tout simplement. Après si t'as pas envie de jouer à Nock, reste ou reste pas si tu veux, hein, mais bon. Alors, Nock, de quoi qu'on parle? On va parler des problèmes qui sont engendrés par des concepts comme le voyage dans le temps, un temps non linéaire, la présence du multivers, la possibilité de passer d'une de ces dimensions du multivers à l'autre. Oui, c'est possible. Kepler en est l'exemple, hein, dans les PNJ officiels. Par exemple, on a Kepler, qui est quand même un PNJ lourd. Et puis les questions que ça soulève, les problématiques que ça peut soulever. Hop, alors, j'avais une mini fiche de notes pour rien zapper. Donc oui, déjà, par exemple, pourquoi Kepler, il n'est pas messisé quand il est le dernier humain de sa dimension? Est-ce que ça signifie en fait que pour qu'il y ait un avènement de Messie, c'est tous les humains de toutes les dimensions qui doivent mourir et qu'il n'y en reste qu'un? C'est ce qui semble être indiqué tout simplement parce que Kepler, dans sa dimension, il n'a pas réglé la question. Ce qui ferait effectivement que la question, à savoir qu'est-ce qu'il advient de l'anéantissement du monde, hein, tout simplement, l'artefact est sur le point de basculer et toutes les réalités vont disparaître. C'est ce qui est indiqué en fait quand on parle de la ligne d'horizon, l'horizon des événements. Et déjà, comprendre c'est quoi cet horizon des événements, c'est un peu bien casse-gueule. Quand on a la représentation du multivers, on va avoir généralement ce concept de on a un univers de base, il y a des variations possibles, ça crée de l'embranchement, ça crée de l'embranchement, ça crée de l'embranchement. C'est-à-dire on a quelque chose qui essémine et qui ouvre à l'exponentiel, qui tend à l'infini. On va avoir des représentations aussi par exemple de lignes du temps dans du multivers type Marvel. Là, par cette notion d'horizon des événements, on a une condensation de tous les possibles vers un point qui est ce qui advient. C'est-à-dire, c'est pas le vrai temps. Le vrai temps n'a pas de sens. Chaque dimension, dans ce qu'on nous a indiqué pour l'instant, sans être véritable, il n'y a pas de dimension véritable où cela se passe. Tout se passe et tout a équivalence de valeur dans toutes les dimensions, mais cet horizon semble, il est important, et je pense que si, déjà, il dépasse complètement la compréhension humaine, donc ce n'est pas le véritable temps, mais dans ses conséquences, pour qu'on puisse l'imaginer, il faut qu'on se représente ça comme le vrai temps, alors qu'il n'est que la somme et la jonction de toutes les choses possibles qui adviennent dans toutes les branches du multivers. Ouais, ça commence à être perché, hein. Ouais, Nox, c'est pas perché pour rien. Vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, si je finis dans mon monde, ça veut dire que le jeu il est pas fini, parce que qu'est-ce qui se passe dans... Oui, oui. Après, ça veut dire aussi, on a des éléments qui semblent nous indiquer que les veneurs ne sont pas du tout de notre nature au niveau même de leur conscience. Il y a plein de choses intéressantes sur les veneurs. La boucle de rétroaction d'influence avec l'humanité, tout ça, on reviendra pour d'autres vidéos, parce que sinon ça va partir, mais on a l'impression que je suis sous crack. Mais donc les veneurs, que ça soit naturel dans leur essence ou que ce soit grâce à leurs moyens,
on sait qu'ils ont un impact qui va au-delà des limites multiverselles et temporelles. La temporalité, pour eux, n'est pas la nôtre. Ils semblent avoir une vision autre, que le futur c'est le passé c'est le futur. Enfin voilà, un petit peu là quand dans le film de SF avec les bestioles qui pensent le temps en une seule unité et d'un coup. Et ça a l'air d'être aussi la même chose au niveau des dimensions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'affabule? J'en sais rien. La seule indication qu'on a, c'est qu'effectivement, les veneurs ont une forme d'intrication quantique qui n'est pas la nôtre dans leur perception elle-même. Ce qui signifierait effectivement que les veneurs, eux, ils jouent en visant la ligne d'horizon, cet instant où tous les possibles se recoupent et ne sont qu'une seule chose. Et ça, c'est un concept important au sens où la ligne d'horizon des événements peut être pensée autrement. Mais là, on est vraiment sur une ligne d'horizon en fait qui te prend tout l'infini du multivers pour faire hop, tout y vient au même endroit. Là, c'est un peu comme un trou noir. On est sur quelque chose qui, l'infinité des rayons de lumière qui passent autour du trou noir, qui sont ramenés à un point précis, central, qui condense tous les possibles. Et qui peut impacter tout ce qui est, sera et a été. Parce que rappelons, un des points majeurs, importants, soulignés dans le livre de base, c'est le problème que dès que tu joues avec les voyages dans le temps, tu exploses 9 fois sur 10 la causalité et tu as des gros problèmes, surtout avec des joueurs que tu ne peux pas tenir. Ça marche dans un scénario de film parce que c'est toi qui crée le truc. Ça marche beaucoup plus difficilement dans un scénario de jeu de rôle parce qu'à certains moments tu devrais t'obliger à obliger les joueurs de faire ce qui doit être fait pour que la causalité marche. La causalité ne marche pas, enfin voilà, la causalité du monde de Nock est au-delà de la compréhension humaine. En tout cas, on ne l'a pas encore. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y en a un qui va faire ouais, mais en fait, ça marche pas comme tu le crois. C'est peut-être un truc qui se marche justement sur. Enfin, on sait pas. Mais en tout cas, la causalité n'est pas en ligne directe du passé jusqu'au futur. Ça marche pas comme ça. Comment ça marche exactement? Je suis pas sûr que l'UMJ ait intérêt à y répondre. C'est un ta gueule qui est magique qui peut être très intéressant pour deux raisons. Un, ça sauve ton cul dans les scénarios. Deux, et c'est beaucoup plus important, ça ramène bien le joueur sur cette expérience de trucs qui nous dépassent totalement dans notre compréhension. Voilà. On est sur une... Bon, peut-être que plus tard, avec le développement de Nock, quand les joueurs ont atteint des statuts quasi divins de compréhension multi-machin, on aura des explications plus fournies. Mais pour l'instant, dans le niveau de jeu, de toute façon, qui nous est accessible, faut pas, voilà, faut pas qu'on puisse avoir de réponse, et ça, c'est vraiment pas grave que le MJ lui-même puisse pas comprendre, puisque le MJ lui-même, de toute façon, étant humain, on n'est pas censé pouvoir comprendre. Voilà, c'est un peu comme Quentin parlait des règles de la causalité affectée justement avec voilà, la physique quantique. Il disait non, mais voilà, on comprend pas, on admet. Voilà, on trouve par les maths, on essaye de comprendre, mais dire que je le comprends, en fait, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas dans notre psyché, c'est pas dans nos mécanismes logiques, c'est pas, voilà, ça nous dépasse totalement. On constate le réel, et on constate que le réel nous dépasse beaucoup. On est là-dedans. Là, on est dans. Mais du coup, c'est un sentiment qui, ça renforce le côté mystique et dark de Nock. Hein. Je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'on ramène cette non-causalité et qu'on cherche pas à lui donner d'explications pour l'instant. Et qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'explications autres qu'à un moment d'une campagne en clôture. Mais ce qui va nous ramener en termes de problématiques réelles pour le MJ, la question des veneurs, quelle forme ils ont de conscience dans différents mondes. Parce que là, on a eu le coup avec Kepler qui revient. Mais si les veneurs, ils n'ont pas une unité multidimensionnelle, il n'y a rien qu'empêche un veneur de se barrer de sa dimension quand ça va tout péter. Bon, on va dans la prochaine. Puis à un moment, les veneurs, ils vont être aussi nombreux que l'humanité. Ils vont tous se regrouper sur une des dernières dimensions pas effondrées, et il y a plus de veneurs que d'humanité. Et du coup, je partais dans ma tête dans les liens veneur-humanité, qui influence qui. C'est vraiment une boucle de rétroaction que je trouve intéressante, mais on reviendra dessus plus tard, enfin une autre fois. Et surtout, c'est une boucle qui doit être enrichie. Enfin, c'est un truc qui doit être enrichi avec le jeu amateur dont Nock est tiré.
Donc voilà, j'ai pas énormément de solutions. Enfin, ouais, voilà, j'ai envie de parler de ce problème qui est complètement perché et qui donne des possibilités au MJ voilà, de partir très loin. Ils ont clairement osé aller dans cette direction avec le personnage de Kepler. Donc les délires multidimensionnels, de toute façon, la campagne officielle, on a déjà un pied dedans. Ce qui me semble excessivement impactant, c'est pourquoi Kepler s'est pas mécisé quand il était le dernier humain de chez lui. Est-ce qu'il n'était pas le dernier? Est-ce qu'il est devenu le dernier quand il n'y était pas, donc du coup il n'a pas pu être messianisé? Je sais pas. Il y a une forme d'interrogation à ce niveau-là. Ce qui me semble voilà, le plus délirant sur le long terme, c'est effectivement qu'il faut être le dernier humain de toutes les dimensions voilà, pour être messianisé. Là, on est dans quelque chose qui est assez. On est dans du perché, mais Nock, de toute façon, vise clairement d'être perché. On est rentré par une des portes les plus perchées de Nock sur cet enjeu. On se calme, Wawa. Il a dû voir un renard ou un. Enfin, bon. On est sur une des portes les plus folles de Nock. Par tout ce qui va d'ailleurs exciter les geeks, hein, avec le côté multidimensionnel que Marvel a choisi, hein, et toutes les théories qu'il y aura, parce qu'on est dans un truc où c'est inthéorisable de toute façon, ce n'est pas censé pouvoir être compris avec l'esprit humain, et la seule chose qui va te sauver de tout ce bordel, pour échapper à un gloubi-boulga endémique et à croissance exponentielle, c'est ce concept de ligne d'horizon, ou que quoi qu'il en soit, il y a un endroit où toute la somme des possibles est en train d'avancer, et avec son propre cycle de temps qui va impacter tous les cycles de temps des autres endroits, c'est-à-dire quand dans l'horizon des événements, on arrivera au point où l'artefact est détruit, il le sera dans toutes les dimensions, et toutes les dimensions seront détruites. C'est sur la ligne des horizons que tout se passe de manière vraiment importante, et la ligne d'horizon est plus que c'est pas le vrai temps. Voilà. Après, peut-être que ça sera jouable dans What If Scénario, en mode on arrive dans la ligne d'horizon, et les esprits des joueurs étant des esprits humains, on joue dans une fausse réalité gnocchi, parce que c'est comme ça qu'on se le représente, avec peut-être quelques règles bizarroïdes qui vont faire bouger les choses. Je vois pas trop comment ça peut être joué autrement, à part dire vous êtes dans un grand truc blanc, qu'est-ce que vous faites, enfin, on va être dans des moments méga chelous. Mais c'est le concept qu'ils ont introduit qui est classieux et qui sauve toute la merde potentielle de. Enfin, foutre les pieds à la fois dans le voyage dans le temps non causal, plus le multivers pour un jeu de rôle, c'est deux. Enfin voilà, c'est deux balles dans le pied, hein. C'est méga un truc de tordu, c'est perché, c'est l'invitation à se prendre des coups de bâton pour incohérence dans tous les sens. Et il me semble que tout a déjà été réglé au préalable grâce à ce concept de ligne d'horizon où les choses se réalisent. C'est même pas où les choses se déroulent, c'est où les choses se réalisent, où on a la fusion de tous les possibles et une chose concrète qui devient rétroactive sur tous les possibles. Et je pense pas que la porte soit fermée pour que vos joueurs aillent foutre leurs pieds là-dedans, surtout quand on voit à quel niveau mystique, voilà, c'est Nock qui est censé t'amener les personnages. Enfin, ne serait-ce qu'on a trouvé un artefact voilà, du créateur, enfin, il y a 15 millions de manières de faire, hein. Enfin de l'architecte, d'aller dans cette direction. Et c'est jouable avec le bon vieux coup du ok, on n'est pas dans un univers physique, mais notre esprit nous le représente, et puis hop, puis c'est parti, puis on joue. Donc Nock, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est un projet extrêmement ambitieux, qui s'est donné aussi les manières, enfin les moyens de réussir. C'est que ce genre de truc complètement fumé, qui pour moi allumerait tous mes warnings sur un jeu de rôle parce que c'est excessivement casse-gueule. Ils ont déjà planté les graines d'une explication et surtout d'une capacité de cadrage au dérapage. Et ça, par exemple, c'est un truc qu'on n'a pas dans le multivers de Marvel qui t'a amené, hein. Pour l'instant, tu vas regarder l'univers de Marvel où tu veux. Ok, donc Wanda, là, elle est méchante, elle devient un danger multiversel, mais alors elles sont où les autres Wanda qui sont comme ça dans d'autres dimensions? Ah, il n'y a que celle-là ici. Enfin, là, par ces deux éléments de la ligne d'horizon, et je devrais plus le souligner, le fait que les Voneurs, même si on ne sait pas s'ils sont vraiment une nature multimonde, machin,
ils aient une avancée de savoir technico-mystico-ésotérique qui fait que on sait voilà, qu'ils ont un jeu sur eux dans tous les temps et eux dans tous les mondes. Et ça, c'est important, et ça évitera aussi le délire du si Kepler il est venu, pourquoi les autres ils viennent pas? Est-ce qu'il y a un monde où l'architecte n'a pas été assassiné par ses enfants? Enfin, voilà. Si tu considères que le meurtre de l'architecte, il a eu lieu dans la ligne des horizons, ça devient un élément non modifiable. Ou alors, faut peut-être faire un. Ben voilà. On a des outils pour calmer les délires scénaristiques et calmer les potentiels de délire que vont mettre les joueurs, qui vont comprendre qu'ils peuvent. Enfin voilà, Endgame, ils peuvent le faire. Techniquement, ils peuvent le faire. Il y a un truc qui leur manque dans leur univers, hop. Il y a un truc qu'ils ont merdé dans leur univers, hop, on remonte la boucle. On remonte la boucle, temporalité non causale, tu peux pas aller forcément réparer tes erreurs, ou faut peut-être trouver l'artefact spécial, machin. Ouais, tu vas prendre à gauche pour compléter dans ton univers, ouais, mais du coup, ça fait effondrer là, et il participe tout autant à la ligne d'horizon. Enfin, ça va pouvoir calmer les ressources infinies que peuvent avoir des joueurs, et c'est des bons outils scénaristiques, à mon avis, c'est les deux que j'ai bien repérés, qui peuvent bien finir le dérapage de cette thématique hautement paix de gueule. Enfin, je les trouve excessivement couillus, hein. J'attends avec impatience la fin de Nock. Je trouve qu'ils se sont mis un challenge de création d'univers. C'est comme projet, c'est plus lourd que Cops, hein. On est vraiment, j'irais pas dire oh, c'est historique, sortons les machins, mais déjà comme volonté de cohérence, c'est Cops, et comme délire de complexité, ils ont mis la barre encore plus haut. C'est des malades, c'est des malades. C'est vraiment, à mon sens, un projet à soutenir, parce que s'ils arrivent à faire ça, mais on aura, voilà, on aura un truc qui marquera l'histoire du jeu de rôle français. Je dirais pas jusqu'à dire mondial machin, mais en termes de production, de maîtrise du truc. Et il y a déjà des indices de contrôle des dérapages qu'on aura dans potentiellement très longtemps, qui sont en place dans le livre de base. Donc je dis chapeau, voilà, chapeau. Chapeau, bien joué les gars. On attend impatiemment la suite à un tel niveau, et oui, bien sûr, hein, comme quoi ils ont été aussi bien réactifs. La sortie de suppléments d'aide à la création pour le MJ, connaître ses limites, machin, un truc dont je parlais la dernière fois, encore en comparant un COPS. Mais le fait qu'on a besoin de savoir, nous en tant qu'MJ, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut pas toucher, voilà, des petites aides de jeu à ce niveau-là, c'est vrai que on a besoin de conseils, le projet est tellement ambitieux qu'il me semble que c'est un livre indispensable, et c'est très bien qu'il sorte peu de temps après la sortie du kit de base. Voilà, voilà. Donc, merde à cette messe. La suite à la prochaine sortie Nock, et en tout cas une prochaine vidéo. C'est clair que la prochaine vidéo qui parlera de Nock, ça sera la boucle de rétroaction des veneurs sur l'humanité, de l'humanité sur les veneurs. Et bah, du coup, on sera obligé de rentrer dans le PDF. Donc, ce sera un truc moins je tripe, et plus beaucoup tiens, il y a ça. Dans la forme qu'ils ont, qui est une forme très des divinités humaines. Et du coup, est-ce que c'est eux qui ont posé ça à l'humanité qu'on retrouve dans le PDF d'origine voilà, la version indé amateur.